Dans la principauté de Monaco, un chantier inédit attire tous les regards. Sa particularité, il se déroule entièrement sur la mer. Cinq ans ont été nécessaires pour que ce projet puisse voir le jour. Son nom, l'Anse du Portier. Une extension de territoire de 6 hectares, entièrement sortie des eaux de la Méditerranée, qui s'inscrit dans le besoin tous les 10 ans pour la principauté de créer 350 000 mètres carrés de nouvelles surfaces, soit l'équivalent de 50 terrains de football. Là, on a fait quand même un chantier un peu particulier parce qu'on a travaillé pratiquement qu'en maritime. Comment un tel projet a-t-il pu voir le jour? De quelle manière le chantier s'est-il adapté au milieu marin et aux zones sensibles de son environnement? C'est une espèce qui est protégée. On est dans un contexte actuel où c'est plus possible de les perdre. Grâce à quels outils étonnants les travaux ont-ils pu être réalisés entièrement depuis la mer? Se dire qu'on va chercher à moins 50 mètres, faire une colline sous-marine de 30 mètres de haut, sur laquelle on va venir poser un caisson de 10 000 tonnes qui fait 20 mètres de haut, c'est un peu la limite de ce qu'on sait faire. Est-ce que ce qu'on avait imaginé allait se produire plutôt en mieux ou en pire? Le problème, effectivement, d'une extension en mer, c'est que la mer, c'est un milieu extrêmement agressif. Quitter la terre ferme et plonger dans les secrets de fabrication d'un chantier hors du commun. Ingénieur, architecte, biologiste, il raconte cette aventure humaine et technique incroyable. Vous avez un caisson qui pèse 10 000 tonnes, qui fait 30 mètres de long, 28 mètres de large, 25 mètres de haut, et vous devez rentrer à 10 cm près. C'était une étape extrêmement sensible, parce que là, on rentrait dans un niveau de précision qui est quand même pas évident. Un projet initié et suivi tout le long par le prince Albert II de Monaco. C'est tout à fait impressionnant de voir la vitesse à laquelle les caissons ont été constitués, ont été construits. C'est l'histoire d'un rêve un peu fou, concrétisé par des hommes et des femmes que rien n'arrête. Monaco, l'extension de tous les défis. Situé à la frontière entre la France et l'Italie, Monaco est un morceau de terre de seulement 2 km². C'est le deuxième plus petit État du monde après le Vatican. Coincé entre mer et montagne, la principauté offre une situation idéale, mais très peu de place à ses habitants. Alors, la principauté de Monaco est un territoire de 2 km² et qui, effectivement, a peu de possibilités d'extension, puisque par la terre, les frontières sont parfaitement délimitées. C'est un urbanisme qui est très lié forcément au relief et à la présence de la mer. Cette situation, un homme la connaît mieux que personne, le prince Albert II de Monaco. On a dû redoubler d'imagination et d'innovation pour trouver des nouvelles possibilités pour l'extension de la principauté, puis pour anticiper un petit peu le développement futur. Ici vivent 18 000 personnes au km². C'est l'une des plus fortes concentrations de population au monde, quasiment le double de la ville de New York. La population active augmente de près de 500 personnes chaque année. Donc, ce qui est énorme. Monaco a effectivement besoin de mètres carrés supplémentaires par tranche d'année régulière, sans quoi, forcément, le tissu va s'appauvrir. Pour répondre à son besoin d'extension, Monaco doit s'étendre de 350 000 mètres carrés chaque décennie, l'équivalent de 50 terrains de football. Mais où trouver la place quand les buildings occupent déjà la majorité du terrain? Comment étendre un territoire si dense? La partie terrestre de la principauté est extrêmement construite. On continue à construire. On voit bien qu'on essaie de construire sous la terre dans un certain nombre d'endroits de la principauté. On a construit des bâtiments un peu plus grands, mais tout ceci a des limites. Face à ce problème capital, la principauté a eu une idée un peu folle, agrandir son territoire sur la mer. Ce n'est pas la première fois que Monaco y a recours.
7 extensions de ce type ont déjà été réalisées par le passé. Sauf que celle-ci est bien plus ambitieuse que les précédentes. On peut être plus innovant, faire appel à de nouvelles techniques, à une plus grande mobilité. Voici à quoi devrait ressembler ce projet. Un tout nouveau quartier de 6 hectares. Son nom, l'Anse du Portier. Il doit permettre la création de 150 nouveaux appartements haut de gamme et offrir la possibilité à la ville de croître sur tous les plans. Il va y avoir des logements, mais il va y avoir un petit port. Autour, il va y avoir des restaurants, il va y avoir des animations, il va y avoir des boutiques, des commerces, etc. Donc un lieu qui deviendra aussi un lieu de destination. L'idée, c'est que ce projet apporte quelque chose à Monaco. Seulement les choses ne sont pas si simples. Les ingénieurs doivent composer avec de nombreux paramètres. Cette fois, les profondeurs marines sont bien plus importantes que lors des extensions précédentes et les normes environnementales bien plus strictes. Mais le problème numéro 1 vient de la densité même de Monaco. Impossible d'entreprendre le chantier depuis la Terre. La configuration topographique de Monaco fait qu'un chantier de cette ampleur fait entièrement depuis la Terre aurait duré des années et aurait induit des nuisances de circulation insupportables. Il n'y a qu'un seul moyen, réaliser les travaux entièrement depuis la mer. Un défi technique et logistique inédit, d'autant que le chantier va demander des moyens colossaux. Tout d'abord, il faudra construire une colline sous-marine de 30 mètres de haut sur 500 mètres de long. Ensuite, une barrière géante de 18 caissons en béton permettra de délimiter et de protéger le nouveau terrain. Enfin, l'espace sera comblé par 750 000 mètres cubes de sable, l'équivalent de 7 500 semi-remorques, avant d'accueillir l'ensemble des bâtiments. Mais vouloir coloniser la mer n'est pas sans risque, et les ingénieurs vont être confrontés à des difficultés qui pourraient tout compromettre. Octobre 2017. Port maritime de Marseille, dans le sud-est de la France. C'est à 240 km de la Principauté que tout démarre. Ici, le chantier vit ses premières heures avec l'arrivée d'un immense objet. Une masse métallique de plus de 27 mètres de haut sur 50 mètres de large, appelé caissonnier. Ce dock flottant n'est autre que l'outil qui va permettre la construction des 18 caissons de béton. Un jour symbolique pour les hommes du chantier. C'est un événement parce qu'il arrive, en plus il vient un temps magnifique. Ça y est, c'est un premier aboutissement, ça veut dire que là, le chantier démarre. Aussi haut qu'un immeuble de 6 étages, le caissonnier est surmonté de 3 grues et pèse 4500 tonnes, le poids de 7 Airbus A380. C'est un moule géant qui est un hybride entre des technologies industrielles, parce qu'il est métallique, et des technologies marines, parce qu'il se remplit d'eau. Vous voyez, donc c'est un outil qui fait appel à des technologies de la marine. C'est quand même un outil qui fait 50 mètres de long, qui fait 28 mètres de haut, qui fait 30 mètres de large, même un peu plus, 35 mètres de large. C'est un très bel outil, c'est un formidable outil. Et s'il n'évoque aucun objet déjà vu, c'est parce qu'il a été spécialement élaboré pour cette construction et a lui-même fait l'objet d'un chantier gigantesque. Assemblé pendant 11 mois dans les chantiers navals de Pologne, le caissonnier est un véritable concentré de technologie capable de construire les caissons en des temps records. Une fois terminé, le caissonnier rejoint la ville de Marseille et s'il n'est pas appelé à Monaco, c'est parce que le travail qui s'annonce est titanesque. Monaco, c'est tout petit en termes de littoral, donc on a des ports de plaisance, mais on n'a pas de port industriel. Faute de place, Monaco ne pouvait accueillir la fabrication des 18 caissons. C'est donc ici, à Marseille, que va avoir lieu cette première étape d'envergure. Une construction d'un ensemble de 18 caissons de béton faisant rempart sur 500 mètres aux vagues de la Méditerranée. Chaque bloc est plus lourd que la Tour Eiffel, avec un poids de 10 000 tonnes,
et mesure 26 mètres de haut par 33 mètres de large, aussi volumineux qu'un immeuble de 10 étages. C'est des morceaux assez colossaux, hein. Donc c'est une opération d'envergure, hein. Vraiment quelque chose d'assez unique, quoi. Pour construire ce colosse de béton, il n'y a qu'un seul moyen, le coffrage glissant. Utilisé pour la construction de gratte-ciel, cette technique permet de réaliser l'ouvrage d'un seul tenant. À la base, les ouvriers remplissent de béton un moule de la forme du caisson. Lorsque le moulage est sec, le système s'élève, poussé par 180 vérins. L'opération est répétée jusqu'à atteindre le sommet de la structure. Le coffrage glissant, en fait, son principe, c'est que ces parois, elles montent à mesure que la structure s'élève. Ça n'arrête jamais, quoi. Vous avez toujours quelqu'un. C'est une activité très forte et bon, je pense que d'ailleurs le port a été marqué par ça. Le moule progresse de 12 cm par heure. Une cadence incroyable qui permet l'achèvement d'un caisson en 10 jours. Ce qu'il faut voir, c'est que c'était du 24 heures sur 24 pendant 10 jours. Ça veut dire que vous tournez même le samedi et le dimanche, bien sûr. L'organisation est millimétrée. Alors que le moule progresse, les ouvriers arment le béton de tiges d'acier pour assurer sa rigidité. Mais pour cette construction si particulière, les ingénieurs utilisent un métal qui diffère des constructions classiques terrestres. Pour les ouvrages maritimes, hein, ce qui est bien sûr le danger, c'est que les armatures qui sont à l'intérieur rouillent. Parce que bien sûr, que si elles se mettent à rouiller, elles vont petit à petit perdre de leur capacité. Et c'est là qu'on peut avoir un risque d'effondrement de l'ouvrage. Les ingénieurs remplacent l'acier contenu dans les zones les plus susceptibles de rouiller par de l'acier inox. C'est-à-dire que les armatures à béton, qui sont de l'armature carbone, on va dire, c'est de l'armature inox. Donc ça veut dire qu'elles ne rouillent pas. Mais à mesure que le caisson s'élève, un problème se pose. Comment extraire cette structure si massive dont le poids dépasse celui de la Tour Eiffel? Le soulever hors du caissonnier demanderait des moyens inimaginables. La solution n'est autre que l'eau. Pour soulever l'ouvrage, les ingénieurs utilisent un procédé naturel, la poussée d'Archimède. Immergé jusqu'à 13 mètres, le caisson rempli d'air devrait entrer en flottaison. Et à ce moment-là, le caissonnier il descend encore un peu plus pour libérer le caisson. Et c'est là qu'est le moment de vérité. Mais il y a un problème, cela ne fonctionne pas. On est à 14 mètres et ça ne décolle pas, on s'inquiète. Voilà, c'est ce qui est arrivé, on s'est inquiété parce qu'on devait décoller à telle côte et on ne décollait toujours pas. Les ingénieurs insistent et immergent encore un peu plus le caissonnier en vue de libérer le caisson. Soudain, à 14 mètres de profondeur, l'immense objet entre enfin en flottaison. Ça a duré 10 minutes, un quart d'heure, mais pendant 10 minutes, un quart d'heure, on a trouvé le temps long parce qu'il ne se décollait pas et puis d'un seul coup, il s'est pas comme un bouchon, quoi, il est sorti, ça nous a soulagés. Le caisson vient de quitter le lieu qui lui a donné naissance. Il est extrait du caissonnier par un remorqueur et stocké à quai en attendant de rejoindre sa destination finale, Monaco. Novembre 2017. Alors qu'à Marseille, la construction des caissons se poursuit, à Monaco, un autre chantier démarre. En surface, il n'y a rien à voir, rien à entendre. Les ouvriers de ce chantier sont des plongeurs. Leur mission, faire place nette avant que le reste des travaux puisse se faire. Mais ce ménage n'a rien de classique. On a au préalable, bien sûr, aménagé la zone en prélevant et en déplaçant, si vous voulez, les espèces emblématiques. Comme il y a une volonté très forte de la part de l'État monégasque de protéger la biodiversité, il est décidé de mettre en œuvre des actions vraiment importantes pour protéger les espèces les plus importantes.
D'autant que le projet se trouve dans une zone environnementale très sensible. La nouvelle extension est localisée entre deux réserves naturelles protégées. Le positionnement de l'anse du Portier est caractérisé par la proximité immédiate de deux zones naturelles. D'un côté, on a l'herbier du Larvoto, la réserve du Larvoto. Là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour Monaco, c'est le seul herbier de Monaco. Et de l'autre côté, on a un tombant de coralligène, c'est-à-dire un tombant à corail, en fait, avec du corail rouge. Et là aussi, beaucoup d'espèces patrimoniales. Le projet se construit entre ces deux endroits sensibles. Le choix est fait de réaliser ces ouvrages, donc quitte à le faire, autant le faire de manière raisonnable et dans un respect maximum des milieux qu'on peut impacter. Chaque centimètre carré des 6 hectares de la zone est inspecté. Les échantillons sont récoltés à la main à près de 40 mètres de profondeur. Un travail à la fois titanesque et minutieux. Une espèce est ciblée en particulier pour son abondance, l'herbier de Posidonie. C'est une espèce qui est protégée. On ne peut pas se permettre de les perdre. On est dans un contexte actuel où c'est plus possible de les perdre. Un à un, les pieds d'herbier de Posidonie sont prélevés au sol et déplacés dans les réserves naturelles voisines. Chaque motte est numérotée avant d'être extraite de la terre grâce à une machine étonnante. On va, pour faire cette transplantation, utiliser un outil agricole qui existe déjà, qui est une transplanteuse à arbre. Et avec cet outil qui est composé de mâchoires qui se referment et forment une motte, on va démotter l'herbier de Posidonie, le mettre dans des sortes de paniers de transport d'environ 1 mètre de diamètre, et on va le transplanter, le transporter et le re-enterrer dans la réserve du Larvoto. La contrainte est telle que des plongeurs scaphandriers accompagnent chaque mouvement réalisé par la mâchoire. Elles ne sortent jamais de l'eau. Effectivement, la contrainte était effectivement de ne jamais sortir les mottes de Posidonie en dehors de l'eau. Cette action permet également de déplacer 143 grandes nacres, l'un des coquillages les plus volumineux au monde. Une fois prête, la zone peut accueillir les premières fondations du futur quartier. C'est maintenant que le très gros des travaux va démarrer. Janvier 2018. Un mois après l'opération de grand nettoyage d'une partie de ses fonds marins, Monaco s'apprête à accueillir un gigantesque chantier. Pour recevoir les 18 caissons, il faut au préalable construire les fondations. Sauf que ces fondations n'ont rien de commun. C'est un remblai, une sorte de colline qui va rehausser littéralement le fond de la mer de 50 à 20 mètres de profondeur. Haut de 30 mètres, le remblai s'étirera sur un demi-kilomètre de long. C'est à sa surface, par moins 20 mètres donc, que viendront se poser les caissons. Sur Monaco, vu les profondeurs, comme on ne peut pas faire un caisson de 50 mètres de haut, il faut faire un remblai. Donc, ce remblai, c'est vraiment l'assise des caissons. C'est la base de toute cette construction. La difficulté, c'est qu'on va très très profond. Donc on fait déjà un remblai qui est très haut. Se dire qu'on va chercher à moins 50 mètres, faire une colline sous-marine de 30 mètres de haut, sur laquelle on va venir poser un caisson de 10 000 tonnes qui fait 20 mètres de haut, c'est un peu la limite de ce qu'on sait faire. La limite, justement. Le remblai sous-marin demande des moyens encore jamais déployés à Monaco. C'est une opération colossale qui se met en place. Pour réaliser le remblai, une carrière de roche est choisie à 240 km d'ici, dans la ville de Châteauneuf-les-Martigues. 1 500 000 tonnes de matériaux y sont récoltés, aussi lourds que 3 stades de France. Mais les ingénieurs sont confrontés à un problème. Comment livrer ces quantités phénoménales de cailloux? Des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de camions qui viendraient, perturber le trafic dans la principauté, congestionner la principauté et créer des nuisances trop importantes pour les Monégasques.
Impossible donc de traverser la ville avec autant de cargaisons. Seule solution possible, acheminer le tout par la mer. Pour éviter d'apporter trop de nuisances aux Monégasques, on nous a demandé de gagner ce terrain sur la mer, mais en le faisant à partir de la mer. Une venue de navire vous fait gagner plusieurs centaines de mouvements de camions. Donc c'était vite vu pour passer par la solution maritime. Là, on a fait quand même un chantier un peu particulier parce qu'on a travaillé pratiquement qu'en maritime, côté mer. Et ça, c'est quand même pas commun. Une contrainte qui oblige les concepteurs à prendre une autre précaution pour ne pas impacter la ville de Monaco. C'était des travaux qui se faisaient tout près de la côte et c'était le début du chantier. On avait mis une protection phonique, une paroi le long du littoral. On surveillait quand même de près l'impact des nuisances. Faute de pouvoir installer un chantier à terre, les ingénieurs dépêchent une véritable usine en mer. Après 20 heures de voyage, le voilà. Le Simon Stévin, un immense bateau de 191 mètres de long. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce sont des engins qui sont habituellement dédiés aux travaux offshore, c'est-à-dire des travaux liés au pétrole. Utiliser ça sur un ouvrage côtier, c'est assez rare. Et donc voir un bateau de 200 mètres arriver sur un plan d'eau qui fait 300 mètres, c'est un peu particulier. Quand ce bateau vient travailler sur la zone, il n'y a plus de place pour les autres pour travailler. 70 personnes sont aux commandes de ce mastodonte. Il est doté de plusieurs caractéristiques techniques qui lui permettent de déposer la roche au fond de la mer avec une extrême précision. C'est pas seulement un outil de transport, c'est un outil de mise en œuvre. D'une capacité d'environ 30 000 tonnes de granulats dans ses cales, le bateau dispose les cailloux sous l'eau à l'aide d'un bras robotisé. L'ensemble des actions est guidé par des GPS. La précision est au mètre près. Il a une sorte de tube immergé qui déverse les matériaux au fond de l'eau. Et ensuite, le tube, lui, se déplace selon des mouvements pré-réglés. Donc il faut arriver à adapter la vitesse de déchargement à la vitesse du bateau. Et donc tout le savoir-faire est là. Et on arrive à des choses qui sont assez incroyables. Si vous voulez, ça a été fait par un engin d'une taille énorme, mais avec un niveau de précision qu'on ne peut pas soupçonner. C'est-à-dire que je pense que le tracé du remblai, par rapport à ce qui était dessiné en théorie, le résultat final, il est à 2 mètres près, ça doit correspondre. Ce qui est sur un projet comme ça, c'est exceptionnel, en fait. 20 heures sont nécessaires pour décharger le bateau de sa cargaison. Il faut pas moins de 6 mois pour que le remblai prenne forme totalement. Une fois en place, l'infrastructure sous-marine s'apprête à accueillir la livraison des caissons. Mais avant qu'il ne soit posé, des défis de taille attendent les équipes. Monaco, juin 2018. Si le remblai paraît terminé, en réalité, il n'est pas en mesure de supporter les futurs caissons. Il reste encore une étape. Il faut qu'il ait la bonne portance pour ne pas s'écraser sous le poids des caissons. Donc ça, il faut qu'il soit posé et compacté. Comment compacter un remblai de 500 mètres de long sous les eaux de la Méditerranée? La réponse s'appelle la vibrocompaction. Depuis une plateforme flottante, une aiguille de métal plonge à l'intérieur du remblai. Elle entre en vibration et fait bouger légèrement les cailloux pour diminuer les espaces entre eux. Ça va consister à finalement enfoncer des aiguilles vibrantes, les descendre jusqu'à 20 mètres de profondeur et puis après les faire descendre jusqu'à 50 mètres de profondeur et remonter en les faisant vibrer pour faire tasser le remblai. Quand on installe un matériau comme ça au fond de l'eau, il y a ce qu'on appelle des vides à l'intérieur de ce matériau. Donc toute l'idée de la vibrocompaction, c'est de pouvoir réagencer tous les éléments pour qu'on puisse avoir le moins de vide possible et le rendre le plus compact possible. L'opération est répétée 2500 fois tout au long du remblai.
Mais là encore, le chantier doit s'adapter au milieu marin. Il faut impérativement empêcher que les zones protégées voisines soient impactées. Tout le long du projet, on s'assure qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement limitrophe. Cet impact en particulier, c'est la lutte contre la turbidité. La turbidité, clairement, c'est bouger des matériaux dans l'eau. Il y a des matières en suspension qui vont se mettre, qui vont être partout dans la colonne d'eau. Et puis, du coup, c'est un truc un peu turbide et qui a des conséquences sur les milieux à côté. Cette turbidité, elle existe dès que vous déposez des matériaux dans l'eau. Le risque est majeur. Ce gigantesque nuage de particules pourrait priver les espèces de la lumière dont elles ont besoin pour leur développement. Ce nuage, finalement, qui semble anodin, s'il rencontre en fait d'autres écosystèmes, et derrière, il peut avoir des conséquences. Donc c'est vrai que nous, c'était un sujet qu'il fallait absolument qu'on évite parce qu'on a les 2 réserves de part et d'autre du projet. Par conséquent, les biologistes marins et les ingénieurs tirent le voile. Ces immenses bâches de protection qu'on appelle écrans anti-turbidité. Les écrans anti-turbidité sont des dispositifs mobiles qu'on a placés à partir du fond de la mer. Ils sont des bâches en matière plastique. À la partie supérieure, il y a des flotteurs qui permettent de les mettre en tension, ces bâches, et elles sont ancrées au fond de la mer. Les matières en suspension ne peuvent pas franchir les écrans et donc ne pénètrent pas dans les zones naturelles protégées. Voilà, c'est ça l'objectif. Le dispositif est déployé de part et d'autre du chantier. L'un s'étend du côté du tombant des Spélugues sur 115 mètres de long et l'autre sur 340 mètres du côté de la réserve du Larvoto. Chaque écran s'élève sur 10 à 15 mètres depuis le fond. Néanmoins, le chantier est tellement important que le phénomène reste difficilement contrôlable. Malgré les écrans d'antiturbidité, il y avait quand même de la sédimentation. Donc nous, pendant la phase travaux, on s'est transformé un peu en cellule d'urgence environnementale. Et dès qu'il y avait du dépôt de sédimentation, on nettoyait les écosystèmes. On passait quasiment l'aspirateur sur les posidonies et sur le tombant pour que les espèces puissent continuer à respirer, à se développer, etc. C'est un travail quasiment quotidien tout au long du chantier. Ce projet mélange une dimension titanesque et des choses qui sont d'un niveau de finesse quand même assez inimaginable. Enfin, bon, c'est un travail de bénédictin quand même. Alors qu'à Monaco, le terrain sous-marin se prépare, dans le port de Marseille, les ingénieurs vérifient que toutes les conditions sont réunies avant la livraison du premier caisson. Un caisson, une fois fabriqué, on l'équipe et puis on choisit d'avoir une fenêtre météo relativement calme, avec des houles qui soient raisonnables. Ils sont remplis partiellement d'eau pour les rendre plus stables et ensuite ils sont remorqués. Dépourvu de moteur, l'immense masse de béton est tirée par un bateau remorqueur pour rejoindre Monaco. À son arrivée, c'est une nouvelle phase complexe du chantier qui doit démarrer. La construction de l'immense muraille de caissons. « 25 juillet 2018. Le premier des 18 caissons arrive. Avec son entrée au large de Monaco, le gigantesque bloc de béton est le tout premier signe visible de l'infrastructure de l'anse du portier. Tous les travaux qui se sont faits à Monaco jusqu'à maintenant sont des travaux sous l'eau. Et là, ça y est, pour tout le monde, le premier caisson arrive. Et là, ça y est, on voit quelque chose qui flotte. Et c'est le démarrage, je pense, pour tout le monde. C'est une image forte. Le premier caisson, c'est là que j'ai eu le sentiment que c'était la première pierre. Pour célébrer ce moment, le prince Albert II de Monaco, accompagné des concepteurs du projet,
vient inaugurer ce colosse de béton. C'est un moment de grande émotion. Là, on voyait le début de la concrétisation de ce projet, de voir les éléments tangibles et physiques et réels. L'arrivée du caisson marque le début d'une toute nouvelle étape dans la construction de l'extension. L'assemblage de la ceinture de protection. Les 17 autres caissons vont être réunis de part et d'autre du premier. Une opération monumentale qui va durer près d'1 an. La pose du premier caisson et des suivants, c'était une étape extrêmement sensible parce que là, on rentrait dans un niveau de précision qui est quand même pas évident. Toute la difficulté de l'opération réside dans la pose du premier caisson. C'est sur lui que repose l'assemblage de l'ouvrage. Une pose approximative, un décalage trop important par rapport à son lieu final de fixation, et c'est toute la ceinture qui peut être remise en question. On sait que ce sera le point de départ de tout le reste de la ceinture. Donc on se définit une qualité de pose optimale. Ce que vous risquez, c'est déjà d'avoir un décalage sur la pose des caissons et donc d'arriver au dernier caisson et de ne pas pouvoir le poser. Parce qu'il manquera, il peut manquer, je sais pas, 50 cm, et puis ça va très vite. Donc le premier caisson, on a 20 cm de précision dans toutes les directions, X et Y, pour le poser. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ce caisson-là doit être bien installé. Le caisson est équipé d'un système GPS permettant aux ingénieurs de suivre la pose au millimètre près. Première opération, positionner le caisson au-dessus de son point d'ancrage. Pour cela, 6 treuils motorisés, équipés de 6 câbles répartis en étoiles autour de la structure, permettent son pilotage précis. On vient récupérer donc la ligne qui est avec sa bouée. Donc on a un point d'accroche. Donc l'idée, c'est de connecter les lignes des treuils sur ces ancres préinstallées. Ce qui fait qu'on a... La connexion est très simple à faire et on a 6 points d'ancrage. Chaque mouvement est opéré par un treuil, ce qui rend la manœuvre très lente. Il faut près de 10 heures pour placer le caisson au-dessus de sa cible. Une fois que le caisson est positionné, les équipes entament la deuxième opération, la descente vers le remblai d'assises. Il est initialement à moins 15 mètres en moyenne sous l'eau, donc on le remplit petit à petit d'eau, puis donc il va s'enfoncer petit à petit. Pour entamer la phase de descente, les ingénieurs appliquent un principe simple, le ballastage. À l'aide de pompes, ils remplissent d'eau de mer l'intérieur du caisson. En s'alourdissant, il s'enfonce vers sa position finale. L'idée, c'est de le mettre à 50 cm de l'assise. Donc l'assise étant à moins 20 mètres, le caisson va s'enfoncer jusqu'à moins 19,5 mètres à peu près. Pour le moment, tout se passe comme prévu. Des plongeurs effectuent les ultimes vérifications. On a une équipe de plongée qui se met à l'eau une fois le caisson posé, pour aller vérifier que tout s'est bien passé sur l'assise. Les scaphandriers permettent de garantir qu'il n'y a pas soit d'obstacles, par exemple sous l'eau, ou de choses comme ça, puisqu'il n'y a pas de caméra sous-marine au moment de la mise en place des caissons, quoi. Donc c'est vraiment les scaphandriers qui sont les yeux des opérateurs qui sont, eux, en surface, et pour garantir la réussite d'un caisson. Quand tout semble parfaitement bien positionné, les équipes posent définitivement le caisson sur le sol. L'opérateur observe qu'il est vraiment proche de la fin et qu'il est dans les tolérances voulues. Là, on réalise le ballastage final. Donc on réinjecte de l'eau dans le caisson pour qu'il puisse toucher la cible. Après 24 heures de manœuvre intense, l'opération est terminée. L'eau à l'intérieur du caisson est remplacée par du sable pour plus de stabilité.
C'est le premier caisson, donc déjà c'est un événement en soi, parce que c'est quelque chose qu'on avait imaginé bien en amont. Il y a des caissons qui ont été fabriqués à Marseille, qui étaient en attente, donc on les voyait. On rêvait de les voir à Monaco. Donc le premier installé déjà est un événement. Et puis effectivement, une fois qu'on sait qu'il est dans les tolérances et que ça permet de pouvoir enchaîner les suivants, c'est un vrai soulagement. Le reste des caissons doit être installé au rythme d'1 par mois. Toutefois, si les ingénieurs progressent, la vitesse d'exécution n'est pas suffisante. Il va donc leur falloir improviser une solution. « 16 mars 2019. 3 mois et 4 jours après la pose du premier caisson, la ceinture commence à se dessiner. Mais il y a un problème. Le chantier doit être terminé dans moins d'1 an et le rythme actuel ne suffit pas. Après un hiver un peu compliqué, on a eu quand même des fortes houles et tout ça qui nous ont énormément ralenti. Et donc on s'est retrouvé décalé de... Ouais, mais bon, il faut quand même tenir les délais du chantier. Hein. Ils restent les mêmes. Hein. Pour nous, la date de fin, c'est la même. Il faut accélérer le rythme pour tenir les délais. Une deuxième équipe est alors réquisitionnée sur place. Le 8e bloc sera installé à l'autre bout de ceux déjà posés. On a dit, tant pis, par rapport à notre pause qu'on avait prévue, on va partir dans les deux sens, c'est-à-dire faire un côté et on va partir de l'autre. Cette opération a un but bien précis. Créer le raccord des deux extrémités de la ceinture à la terre ferme. On vient faire ce qu'on appelle des accroches de chaque côté, donc du côté du fermont et du côté du larvoto, qui sont des digues de clôture, si vous voulez. Pour créer ces digues, les ingénieurs comblent de roches les zones de faible profondeur. Cette première phase a pour but d'acheminer à l'intérieur de la ceinture du matériel et des ouvriers pour commencer des travaux au niveau des caissons. L'action permet de gagner un temps précieux sur le planning. Ce qui nous permettait de débloquer des zones de travaux, alors qu'au départ, on avait dit on fait les uns derrière les autres et on finira la zone de travaux à telle date. Mais là, on a dit si on ne démarre pas les deux zones de travaux en même temps, on n'y arrivera pas. Ça a pu permettre de démarrer des travaux anticipés sur certaines zones sur lesquelles on aurait pris du retard si on avait dû subir le retard initial d'installation des caissons. Mais ce choix induit naturellement une nouvelle difficulté dans la suite de l'assemblage. Il faut intercaler le dernier caisson dans la ceinture. Une tâche des plus complexes. Et là, il y avait un système de calcul des jeux possibles, de tolérance, pour être sûr qu'il y avait assez de place pour le dernier caisson, mais qu'il n'y avait pas trop de place. C'est assez, mais pas trop. Plus vous avez de contraintes autour, plus c'est compliqué. Vous avez un caisson qui pèse 10 000 tonnes, qui fait 30 mètres de long, 28 mètres de large, 25 mètres de haut, et vous devez rentrer à 10 cm près, donc sur les deux joints. Donc, voilà, donc ça veut dire que tous les caissons qui sont faits avant, ils ont bien été réglés pour pouvoir rentrer là-dessus. Mais la difficulté de cette opération porte aussi sur les moyens dont disposent les ingénieurs. Si d'habitude, ils disposent d'un espace important pour étendre bateaux et réseaux de câbles, la manœuvre est ici beaucoup plus limitée. Le phénomène qu'il faut prendre en compte, c'est que quand vous mettez le dernier caisson, vous ne pouvez plus accéder à l'intérieur. C'est sans filet parce qu'on ne peut pas avoir de bateau à l'intérieur de la ceinture de caisson qui pourrait éventuellement intervenir en cas de problème. On ne possède plus vraiment d'espace pour pouvoir naviguer autour de ces caissons. Les équipes raccordent le caisson à 2 lignes de treuil, un dispositif qui laisse peu de marge de manœuvre. On se sert de 2 lignes d'encre importantes, celle de devant et celle derrière le caisson, qui permet donc de l'avancer et de le reculer. Par contre, effectivement, la difficulté, c'est de pouvoir le mettre pile poil dans l'axe. Ils ont dû y aller avec une finesse importante pour éviter justement qu'il y ait des mouvements trop brusques et qu'on vienne percuter un caisson, ce qui aurait été un désastre. Après 7 heures de manœuvre, le caisson entre avec une parfaite précision dans son emplacement et referme la ceinture. Si Monaco possède un nouveau trait de côte, le plus dur reste à venir pour les hommes du chantier. Il va falloir faire sortir la terre de la mer. Un nouveau défi et de nouvelles difficultés se profilent à l'horizon.
Sur le chantier gigantesque de l'extension à Monaco, la barrière de caisson est terminée. Mais son rôle ne se cantonne pas uniquement à la délimitation du quartier. Elle assure également une protection efficace contre la mer et ses caprices. Le problème, effectivement, d'une extension en mer, c'est que la mer, c'est un milieu extrêmement agressif. Il y a une tempête, il faut voir une tempête pour y croire. On a des houles quand même qui peuvent être très fortes et qui sont régulières, notamment dans la période novembre-décembre. Hein, c'est là où en général il y a les plus fortes houles. Et, je crois qu'il y en a un petit peu en avril également. Donc il fallait prendre en compte tout ça. C'est une force incroyable. Donc il y a tout un enjeu dès qu'on veut construire et avancer dans la mer. Il faut mettre en place en fait des systèmes de digues. Et ces caissons sont équipés pour absorber l'énergie de la houle et la dissiper. Chaque caisson dépasse de 6 mètres le niveau de l'eau. Mais cela ne suffit pas à résister aux éventuelles forces venant de la mer. Si la houle vient frapper les caissons, elle ne doit pas non plus franchir, la promenade, mais également les maisons qui sont construites derrière ou les immeubles. Donc c'est une contrainte qui est quand même assez forte. Les architectes et les ingénieurs ont donc doté les caissons d'un procédé innovant. Derrière ces volets noirs que présente la façade, se cachent des ouvertures. Elles donnent sur des sortes de grottes qui atténuent la houle. Le système est appelé chambre Jarlan. Ce qu'on appelle des chambres Jarlan. Monsieur Jarlan était un ingénieur français qui a conçu ce dispositif. Vous avez la partie obturateur en noir qui actuellement, puisque la mer est juste derrière, hein, donc on va enlever ces obturateurs qui vont permettre donc l'accès, il faut qu'on enlève ça, l'accès de la mer à l'intérieur. Lorsque les obturateurs seront retirés, la façade laissera apparaître des ouvertures verticales et rectangulaires de 7 mètres de haut. Les vagues, laminées par ces fentes, perdront une partie significative de leur énergie. Quand la houle vient frapper le caisson, en fait, une partie de l'énergie de la houle va passer dans ces fentes, dans la première cellule. Vous avez encore une série de fentes qui permettent d'accéder à la deuxième cellule, et à chaque fois, ça va atténuer la houle, et donc ça va absorber une partie de l'énergie de la houle qui vient frapper le caisson. La vague rentre et vient finir de se briser ici pour terminer sa course dans la chambre Jarlan, la deuxième chambre Jarlan. Et donc on obtient effectivement le brise-vague. Quand ce système sera opérationnel, il pourra diminuer de moitié la force des vagues et permettre au nouveau quartier de faire face aux pires scénarios venant de la mer. Mais ce n'est pas la seule particularité de ce nouveau littoral. Sa forme n'a pas été choisie au hasard. Elle dispose d'un atout majeur en matière d'environnement. Le tracé arrondi de la barrière de caisson épouse parfaitement les courants sous-marins de la zone. Circulant d'est en ouest, ils ont un rôle fondamental dans la préservation des espèces sous-marines et les stopper aurait été inenvisageable. Ça permet cette oxygénation et donc il ne fallait surtout pas ralentir ce courant ligure qui continue à opérer. Et cette forme, finalement fluide, qui est d'une forme donc naturelle au fond, elle permet ça. Elle a été conçue de façon à ne pas affecter tout l'hydrodynamisme de la zone, de façon à s'assurer qu'on ne vienne pas bloquer justement ces courants qui sont importants pour l'environnement. Pour l'heure, Monaco dispose d'une nouvelle façade. En revanche, les équipes du chantier vont devoir redoubler d'efforts pour retirer la totalité de l'eau contenue dans la ceinture, dans l'espoir de créer le nouveau morceau de territoire. Octobre 2019. Les nouveaux contours de Monaco existent enfin. Mais pour le moment, derrière le front des 18 caissons, gît un lac de 450 000 m3 d'eau. 150 piscines olympiques à éliminer dans le but de faire sortir des eaux le nouveau quartier de l'Anse-du-Portier. Pour y parvenir, les hommes du chantier chassent l'eau en comblant l'espace de sable. Il en faut 750 000 m3.
Une fois encore, impossible de s'approvisionner par la terre. L'idée principale est une nouvelle fois de passer par la mer. Alors, le faire par voie terrestre, c'est impossible quand on connaît les quantités, c'est une échelle importante. Donc le fait de se dire ça viendra par la route, on se dit tout de suite que ce ne sera pas possible. Une organisation titanesque se met en place. Pour acheminer autant de sable par voie maritime, 2 immenses navires sont réquisitionnés. Et ces bateaux, en fait, ont la spécificité d'être équipés d'un bras rotatif qui est de 60 mètres de long et qui permet de passer par-dessus les caissons et donc de déverser le matériau juste derrière les caissons. Par cette action, les ingénieurs créent un phénomène. Dans le lac, l'eau est littéralement chassée par principe de percolation. Au fur et à mesure que le sable est déversé, elle est poussée vers l'extérieur. Elle traverse le remblai, perméable à l'eau, et s'échappe vers la mer. L'eau va pouvoir migrer dans ce matériau et progressivement se retirer. Donc finalement, on amène du matériau pour remplir le bassin. On ne retire pas l'eau d'elle-même se retire progressivement. Mais l'opération demande une précision incroyable. Les bateaux qui opèrent sont relativement proches de la structure et peuvent à tout moment percuter un caisson. Ce qu'on regarde surtout, c'est les conditions météo, parce que c'est des bateaux qui sont en positionnement dynamique aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en position, on appuie sur un bouton et ils ne bougent plus, dans l'ordre de 20 à 30 cm. Donc les conditions météo sont importantes parce que ça peut effectivement empêcher le bateau de rester dans sa position telle que prévue. Et donc on ne veut pas que ça vienne percuter un caisson. La manœuvre est périlleuse. Rien n'est laissé au hasard. En parallèle, alors que jusqu'à présent ils ne se touchaient pas, les caissons sont progressivement connectés les uns aux autres. Les caissons, ils ne se touchent pas. Il y a même un jeu entre eux, tout simplement parce qu'il faut qu'en cas notamment de séisme, il ne faut pas que les caissons s'entrechoquent. En effet, Monaco est une zone fortement exposée aux risques sismiques. La construction respecte donc des normes très strictes. Toutes nos constructions sont dictées par des normes sismiques assez rigoureuses. Si les caissons ne doivent pas se toucher, ils doivent pourtant assurer une parfaite étanchéité contre le sable, lequel ne doit surtout pas s'échapper. Les caissons sont donc liés entre eux par des tubes, à chaque extrémité, dans lesquels du béton est coulé. On va mettre des espèces d'obturateurs qui vont s'assurer que le matériau qu'on va mettre ne vienne pas pénétrer entre les caissons pour fuir, si je puis dire. On va mettre 2 joints en fait, qui sont des grands tubes de géotextile qui vont être remplis de mortier et qui vont venir ensuite empêcher la matière, donc le sable, de sortir entre les caissons. Ces joints répondent également à des normes sismiques très précises. C'est un béton qui a une résistance moins grande, on va dire, que celui-là, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il sert de fusible. C'est-à-dire que s'il y a un séisme, il faut qu'il casse et qu'il puisse désolariser les caissons et qu'il n'entraîne pas tous les caissons. Sinon, ça entraîne tout. Si tout est monobloc, il y a un séisme, tout est entraîné. Voilà. Donc tout ça, c'est prévu dans la conception. Grâce à ce procédé, l'ouvrage dispose d'une plus grande flexibilité. Si un séisme venait à se produire, chaque caisson de la ceinture serait instantanément désolidarisé des autres. Un procédé indispensable qui permet de ne pas mettre en péril le futur quartier. À Monaco, les opérations s'enchaînent. Le terrain émerge progressivement à mesure que le volume de sable dans l'enceinte augmente. « 14 heures sont nécessaires au bateau pour déverser 24 000 tonnes de sable. Il ne faut pas moins de 31 livraisons pour créer le nouveau morceau de terre. Fin décembre 2019, les 6 hectares de terrain sont créés et le bassin est définitivement comblé. Un jour marquant pour les équipes du chantier. On arrive à vider la piscine et à en faire un terre-plein. Et là, donc, on se dit que là, la partie maritime
a fait son travail et que c'est terminé. Là, on a vraiment l'impression d'avoir réalisé quelque chose d'assez peu courant. L'infrastructure maritime de l'Anse du Portier se termine. Une dernière tâche reste à accomplir. Maintenant que tout est en place, les fameux obturateurs en façade de caisson sont retirés. Après 5 ans de travaux hors du commun, les chambres Jarlan accueillent enfin l'eau de la Méditerranée. Le plus grand défi a été relevé. Les constructions de résidences pourront se faire sur cette incroyable réalisation technique, unique en Europe, qu'est l'Anse du Portier. Une nouvelle terre, entièrement sortie des eaux de la mer.